Nous allons continuer un peu cette exploration de l'écrit à l'écran sur un autre cas d'adaptation, qui est le livre donc de Jérôme Clément, Plus tard tu comprendras. Donc j'invite Marie-Pierre Hulot à nous rejoindre. Quelques mots pour vous présenter, Marie-Pierre. Vous nous arrivez tout droit des États-Unis, donc un petit peu en jet lag, mais tout va bien se passer, j'en suis sûr. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc vous enseignez à l'université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley. Vos travaux portent essentiellement sur l'histoire culturelle et intellectuelle du Maghreb contemporain et de l'espace francophone. Aujourd'hui même paraît votre ouvrage aux éditions du CNRS, Le nouveau rêve américain du Maghreb à la Californie. C'est un essai original d'ethnographie urbaine qui étudie les diasporas maghrébines qui se sont installées en Californie. Vous êtes attentive à la superposition des mémoires, des frontières et des cultures, ce qui vous prédisposait certainement à rencontrer l'univers d'Amos Gitaï. Lorsque vous m'avez décrit le matériel qui était arrivé entre vos mains, j'ai rêvé de revenir 35 ans en arrière et de devenir l'un de vos étudiants. Avec vous, petit miracle universitaire, il en arrive parfois, on peut dire qu'un cas d'archive s'est fait cher. Parlez-nous du cas, plus tard tu comprendras. Merci. Merci Laurent pour cette généreuse introduction et merci Amos de m'avoir invité à participer à ce colloque sur le processus de création et sur ton œuvre en particulier. Je voudrais également remercier les organisateurs, les organisatrices de ce colloque, Florence Terrasse, Rioux et Sabine Cassard, ainsi que Laurent Truchot, voilà, qui est aux commandes là-bas et qui est une personne indispensable à l'œuvre et au travail d'Amos Gitaï, ainsi que Marie-Josée Sanselme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'archive qui est Plus tard tu comprendras, un film d'Amos Gitaï réalisé en 2008. En d'abord vous parlant d'une manière un peu plus générale des archives Gitaï à Stanford, puisque ce matin vous avez eu la présentation de mon collègue Joël Huvold des archives rabbines à la Bibliothèque nationale de France et en collaboration, en dialogue également avec la BNF depuis 2017, l'université de Stanford a acquis les archives de 8 films d'Amos Gitaï, donc des archives qui sont exclusivement des archives digitales. Et là, je vous présente la page de garde des archives sur le site de Stanford. Ces archives donc digitales détaillent chaque étape du processus créatif. Ce sont à la fois des archives audio, des archives vidéo, les différentes versions des scénarios écrits par Marie-Josée Sancel, les rushs, et ça c'est vraiment une donnée très très rare qu'un cinéaste accepte, de donner tout le disque dur du processus du tournage, donc avec les scènes qui n'ont pas été gardées au montage, également les castings, et là Amos a parlé du casting en yiddish de Tsili, et on voit comment son travail au fil du temps est un travail multilingue avec des documents en yiddish, des documents en hébreu, des documents en français, des documents en anglais. Tout le travail d'archivage en amont, le travail de documentation historique, les coupures de presse, les photographies. Par exemple, les archives, plus tard tu comprendras, il y a à peu près 700 photographies du tournage dans les archives. Les partitions musicales, tout l'ajout de travail aussi de repérage des films, donc pour 8 films. Alors nous avons 19 disques durs pour un total d'à peu près 10 terabytes de data. Donc ça montre aussi le volume immense des archives rabbines à la BNF, puisque Joël a parlé, je crois, de 19 téraoctets. Là, nous en avons 10 pour Stanford et pour ces 8 films. Alors, ces 8 films regroupent 2 trilogies. La trilogie Home, qui est cette trilogie autour de la construction
destruction, déconstruction d'une maison à Jérusalem depuis les propriétaires palestiniens avant 1948 qui sont expropriés jusqu'à la destruction de la maison, sa reconstruction à travers un travail d'archives et d'interviews avec les propriétaires palestiniens d'avant 1948, les nouveaux occupants des années 50-60, notamment des Juifs d'Algérie, de Colombéchard dans le Memzab, jusqu'au dernier documentaire de 2005, News from Home, News from House, dans lequel est aussi incorporé des images de la fiction Free Zone, qui est ce film d'Amos Gitaï avec les actrices Nathalie Portman, Anna Laszlo et Yam Abbas, dans lequel est incorporé, donc dans la fin de News from Home, également des archives de la fiction. Donc c'est aussi ce dialogue et cette auto-référence qui est très présente dans l'œuvre d'Amos, de la fiction vers le documentaire et vice-versa, puisqu'il y a aussi des images de News from Home dans Tzili. Moi, je voudrais vous parler donc de l'autre film qui traite de l'Holocauste dans l'œuvre d'Amos, qui est Plus tard. Marie-Josée vient de vous parler de Tzili. Plus tard est un film qui parle de la question de l'Holocauste et de la transmission, notamment de la mémoire de l'Holocauste à travers le non-dit. Et en ce jour anniversaire du 50e commémoration du 50e anniversaire du débarquement, la question de la transmission, de la préservation de la mémoire est tout à fait d'actualité. Alors, les archives représentent un matériau vraiment exceptionnel pour le savoir, la production de savoir, l'enseignement, la recherche, de manière sous de multiples facettes. Donc, à la fois l'écriture des scénarios, le montage vidéo, les cours, par exemple, à Stanford, qui sont enseignés sur la politique de l'image, sur l'intersection entre documentaire et fiction, sur la dynamique entre littérature et cinéma, puisqu'Amos Gitaï a souvent réalisé des adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires. Mes collègues en l'intelligence artificielle sont aussi très intéressés par le potentiel de ces archives pour pouvoir éventuellement reconstituer une nouvelle œuvre et toute la problématique et les risques encourus également dans cette nouvelle discipline de l'intelligence artificielle appliquée au cinéma. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas très précis qui est le cas concret de Plus tard et la question donc, de l'apprentissage, du tâtonnement et de la création d'une nouvelle œuvre. Alors, le cas concret que j'étudie avec mes étudiants à Stanford, le point de départ, donc c'est le livre de Jérôme Clément qui a été publié en 2005, Plus tard tu comprendras, qui est un récit autobiographique qui débute par la mort de la mère de Jérôme Clément en 1996 et le point de départ, c'est cette quête et cette enquête personnelle de Jérôme Clément qui va à la recherche de l'histoire de sa mère qui a très peu parlé de son passé. Et après sa mort, Jérôme Clément découvre des archives, des papiers qu'elle a laissés derrière elle et qui parlent du sort de sa famille et notamment de ses grands-parents qui ont été arrêtés par la police française et les nazis en 1944, déportés et assassinés à Auschwitz. Donc ce livre, Plus tard tu comprendras, est la matrice originelle du film d'Amos. Le livre est dédié à la sœur de Jérôme Clément, à ma sœur Catherine Clément, qui est donc l'écrivain célèbre, l'intellectuel que vous connaissez. Catherine Clément, l'année suivante, publie elle-même un autre livre, Maison mère, en 2006, qui est aussi un récit autobiographique, qui parle de la famille et de la maison familiale du côté paternel, dans lequel elle fait un beau portrait de son frère. Catherine Clément dédie aussi son livre à son frère, Pour mon frère unique en son genre et au monde. Donc il y a déjà 2 ouvrages autobiographiques avant le film. Le film d'Amos donc, est basé sur le livre. C'est Jérôme Clément qui demande à Amos Gitaï de réaliser ce film. Jérôme Clément est à l'époque le président fondateur d'Arte, la chaîne franco-allemande qu'il va diriger pendant 22 ans. Suite au film, Catherine Clément réagit au film, écrit un nouveau livre de mémoire qui s'intitule Mémoire au singulier en 2009 et
dans ce livre de mémoire, le premier chapitre s'intitule « Frères et sœurs ». Donc le dialogue entre les frères et la sœur, qui a débuté avant le film, continue après le film, et tous deux réagissent au film. Jérôme Clément lui-même, qui après le film va écrire un très long épilogue d'une centaine de pages, « Maintenant je sais », en 2009. Et là, vous voyez une image de Jérôme Clément avec le livre dans les mains, après l'apparition du film. Et sur la couverture du livre, vous pouvez voir une photo du film avec les acteurs Jeanne Moreau, Hippolyte Girardot et la mention de cet épilogue « Maintenant je sais ». Donc il y a 3 livres autour de ce film, « Maison mère »,« Plus tard tu comprendras »,« Mémoire ». Il y a un film, celui d'Amos Gitaï, et la nouvelle publication augmentée suite au tournage de Jérôme Clément. Donc, le film lui-même est entouré et a provoqué la création littéraire d'autres œuvres. Donc, il y a vraiment un dialogue qui s'est instauré non seulement entre plusieurs personnes, mais aussi entre plusieurs disciplines. Alors, le film d'Amos... Dans une interview que j'ai conduite en 2015 avec Amos, il a déclaré « Le cinéma est plus autoritaire que la littérature. Il nous donne une interprétation unique d'un texte. Je dis toujours aux écrivains que j'adapte, je n'ai pas envie d'illustrer votre texte car il mérite d'exister tout seul. Si je fais cette adaptation, c'est pour créer un dialogue entre 2 disciplines autonomes. Chacun a sa force, je fais un travail d'interprétation. Je ne vais pas rester très fidèle au projet sur le fond, mais pas nécessairement sur le fond. Je vais rester fidèle au projet sur le fond, mais pas nécessairement sur la forme. » Alors, qu'en est-il du film plus tard ? Au départ, il y avait un premier scénario qui avait été écrit par Jérôme Clément et Dan Frank en 2007, mais que Amos Gitaï va décliner, et il va écrire un second scénario avec sa scénariste Marie-Josée Sanselme, qui sera la base de départ du film. Dans ce second scénario, Amos Gitaï, Marie-Josée Sanselme vont également modifier la liste des protagonistes du film. Le film... le personnage central est la figure de la mère, donc, qui est incarnée par Jeanne Moreau, qui incarne Rivka Gornik. Le film est lui-même dédié à Rivka. Et là, il y a aussi un écho très personnel d'Amos, puisque non seulement Rivka est l'héroïne du film, mais c'est aussi le nom de la femme d'Amos, et qui est aussi un hommage non seulement à sa femme, mais à l'histoire de sa propre famille déportée. Là, voilà une photo de Jeanne Moreau avec Amos Gitaï. Hippolyte Girardot joue Victor, donc Jérôme Clément. Les nouveaux personnages qui vont être introduits dans le film, qui ne sont pas présents dans l'œuvre, c'est-à-dire dans le livre de Jérôme Clément. Jérôme Clément a 4 enfants, un fils et 3 filles. Dans le film, il y aura 2 enfants, un garçon et une fille. Il y aura également un personnage, celui de Serge Moati, qui est le producteur du film et qui va jouer le pharmacien du film et qui est un personnage qui est inspiré du second mari de Rivka Gornik. Il va introduire la sœur de Jérôme Clément, Catherine Clément, qui est très peu présente dans le livre « Plus tard tu comprendras » et qui est interprétée par Dominique Blanc, et la femme de Jérôme Clément, qui est jouée par Emmanuelle DeVos. Donc, et là, vous avez une photo sur le tournage dans le Lot, à Salviac, avec Amos Gitaï, Marie-Josée Sanselme, Hippolyte Girardot et Emmanuelle DeVos. Donc, le travail, et là, une photo avec Jérôme Clément sur le tournage. Donc, le travail que je propose à mes étudiants, c'est sur ce cas d'archives, sur ce palimpseste que représentent ces archives, où il y a à la fois le triptyque du livre originel, du film et des rushs. Et là, vous voyez une scène de visionnage des rushs sur le tournage, avec à droite, à la gauche d'Amos, Caroline Champentier, qui est la directrice de la photographie, Marie-Josée Sanselme dans le fond, et Hippolyte Girardot et Emmanuelle DeVos. Donc, de travailler, d'être au plus près du processus créatif avec la mention originelle du livre, ce qui sera présent dans le film et toutes les options qui n'ont pas été retenues, mais qui auraient pu l'être à travers les rushs du film. Et là, je vais vous donner 2 cas précis. Le livre débute par ces paroles.
Je crois qu'elle est décédée. 6 ans plus tard, je ne comprends toujours pas. Et là, il y a des échos aussi assez camusiens dans cet incipit de « Plus tard, tu comprendras ». On pense notamment, bien sûr, à L'étranger et à Meursault. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Donc ça, c'est le point de départ du roman de Jérôme Clément. Dans la première version du scénario, qui est écrite par Jérôme Clément et Dan Frank, Rivka est déjà morte et c'est son fils qui tente de faire sens de cette disparition et des non-dits de la vie et de la transmission ou de la non-transmission de la mémoire. La première version du scénario, donc, elle est toujours morte. Dans le film d'Amos Gitaï, Rivka est vivante. Et l'ouverture du film, c'est sur le mémorial de la Shoah, où Victor vient lire le nom des victimes de la déportation, et on voit en arrière-plan Jérôme Clément et sa sœur Catherine Clément, donc cette insertion aussi très intertextuelle dans le film à la fois des personnages, des personnes qui ont inspiré les personnages du film, et également à l'avant-plan donc du personnage de Victor. Il y a aussi une autre incursion d'archives et de l'histoire dans le film d'Amos, qui est le procès Barbie de 1987. Et je sais que demain, Jean-Michel Frodon interviendra sur les films d'Amos qui font archives. Et on peut tout à fait dire que Plus tard, tu comprendras est vraiment un film qui fait archive, dans lequel il y a cet archivage de l'histoire à travers l'image, à travers le son diégétique du procès Barbie, qui fait l'ouverture du film avec Jeanne Moreau qui écoute les témoignages des victimes survivantes de la Shoah lors du procès de Barbie. Le film a une structure linéaire qui part, donc Rivka est toujours vivante, et le film se termine par sa mort. Dans le récit de Jérôme Clément, c'est un récit diachronique où la mort de Rivka est annoncée dès le début, mais il y a des flashbacks qui se remémorent la vie de sa femme, de sa mère, et ainsi que la transmission donc, de cette histoire familiale. Et là, je voudrais montrer un extrait de comment je travaille concrètement avec mes étudiants à Stanford sur ce triptyque et sur ce processus de création artistique autour de la lettre, d'une lettre écrite le 9 juillet 1941 par le père de Jérôme Clément adressée au préfet de police et au préfet de la Seine. J'ai l'honneur de vous faire par la présente la déclaration exigée par la loi du 2 juin 1941 et concernant ma femme d'origine juive, au sens de la loi du 2 juin 1941. Madame Clément, née Raymonde Gornik le 18 janvier 1914 à Paris, fille de Georges Gornik et de Sipa Levinska, son épouse, mariée avec moi, à Rien, le 20 décembre 1937 à Meudon, mère de notre fillette, née le 10 février 1939. Sans profession, état des biens, ses droits dans le ménage, veuillez agréer, monsieur le préfet, etc. Donc, ça, c'est le point de départ du texte de Jérôme Clément, qui lui-même inclut des archives familiales dans son récit. Je voudrais vous montrer maintenant un extrait de cette même scène dans le film d'Amos Gitaï, et après un extrait des rushs de cette scène. Laurent, s'il te plaît. Maestro. Si tu pouvais envoyer l'extrait du film. Je croyais qu'il était en Inde. Je suis rentrée. On n'est pas là? Elle est chez la concierge, elle a reçu un paquet. Faut que je te parle. Oui, moi aussi.
J'étais chez le pharmacien. Ça dit ça. Qu'est-ce que tu cherches, là? Je vais le lire, je vais le lire. Je sous-signais. André-Yves Bastien, établi ainsi qu'il suit, caractère arien de ma famille. Arien en capitale. Première génération moi-même, baptisé le 18 septembre 1918. Deuxième génération, mon père, baptisé 27 septembre 1886. Troisième génération, le grand-père, pas baptisé lui, mais marié religieusement. Bon, on verra ça plus tard. J'étais chez le pharmacien tout à l'heure. Attends. Attends. Voilà. Je vais te lire ça. Ça date du 9 juillet 1941. C'est adressé au monsieur le préfet de police. J'ai l'honneur de vous faire part, par la présente, la déclaration exigée par la loi du 2 juin 1941 et concernant ma femme d'origine juive, au sens de la loi du 2 juin 1941. Madame Bastien, née Raymond Gornik le 18 janvier 1914 à Paris, fille de Georges Gornik, de Sipa Levitska, son épouse, mariée avec moi, arien. Cette fois, c'est souligné. Veuillez agréer, monsieur le préfet, mes respectueuses salutations, papa. Pharmacien. Tu trouves ça normal, toi? De toute façon, elles étaient obligatoires, ces déclarations. Formidable. Formidable. Tu écris aux Allemands pour leur dire que tu es arien. Tu soulignes, en plus, ça c'est obligatoire, oui. Ta femme est juive. Tu sais où ça a amené, ces déclarations? Mais tu dérailles. Ils l'ont écrit ensemble, ce papier. Mais évidemment. Ensemble? C'est ça, en buvant le thé? En sortant de la messe? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait comme tout le monde. Ils sont conformés à la loi. Ils étaient français, ils avaient confiance. Tu penses que papa aurait agi contre maman? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'aurais pu faire autrement. Voilà ce que je dis. Bonjour. Bonjour. Oh. Mais c'est un événement extraordinaire. Vous êtes là, tous les deux. Tu me donnes mes clés, s'il te plaît. Merci. Et maintenant, est-ce que tu pourrais envoyer la rush du film? 2-4 sur un 6e, caméra A. Action. Je te croyais en Inde. Je suis rentrée. Je vois. Maman est pas là? Elle est chez la concierge, elle a reçu un paquet. Faut que je te parle. Ouais, moi aussi. Chut.
Moi aussi. J'étais chez le pharmacien. Tiens, lis ça. C'est quoi que tu cherches là? Attends, je vais le lire, moi. Je signais Dave Bastien. Établi ainsi qui suit le caractère arien de ma famille. Arien en capital, arien. Hein? Première génération, moi-même, né, baptisé le 16 septembre 1918. Deuxième génération, mon père, baptisé le 27 septembre 1800 et quelques. Troisième génération, grand-père, pas baptisé, mais marié religieusement. On verra ça plus tard, j'ai quelque chose à te dire. J'étais chez le pharmacien tout à l'heure. Mais j'ai pas fini, attends. Je vais te lire ça. Écoute. C'est adressé à monsieur le préfet de police. Ça date du 9 juillet 1941. J'ai l'honneur de vous faire part par la présente la déclaration exigée par la loi du 2 juin 1941 et concernant ma femme d'origine juive, au sens de la loi du 2 juin 1941. Madame Bastien et Raymond Gornick, le 18 janvier 1914 à Paris, fille de Georges Gornick, de Sippa-Leviska, son épouse, mariée avec moi, à rien. Cette fois, c'est souligné, là. Hein, souligné. Veuillez agréer, monsieur le préfet, mes salutations respectueuses. Tu trouves ça normal, toi? Non, mais elles étaient obligatoires, ces déclarations. C'est obligatoire. Obligatoires. C'est formidable, ça. Tu écris aux Allemands pour leur dire que ta femme est juive, que tu es à rien. C'est obligatoire. Ben oui. Non, mais tu sais où ça a amené, ces déclarations? Non, mais tu dérailles. Ils l'ont écrit ensemble, ce papier. Ben évidemment. Oui, c'est ça, en prenant le thé, après la messe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait comme tout le monde. Ils se sont conformés à la loi. Ils étaient français. Ils avaient confiance. Tu crois que papa aurait agi contre maman? Hein? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, moi. J'aurais pu faire autrement. Voilà. Ah, oui. Bonjour, maman. Ah, bonjour. Quel événement extraordinaire. Vous êtes là tous les deux. Je donne mes clés, s'il te plaît. Merci. Ça va? Pardon. Ben oui, ça va, et toi? T'as besoin d'aide? Non. Non? T'es curieux, hein? Oui. Trop curieux, mon chéri. Tu sais quoi? J'aime bien ouvrir mes cadeaux surprises toute seule. D'accord. Là, avec ta soeur. Empêche-la de grignoter, c'est pas bon pour la santé. Ça fait grossir. Voilà, je voulais montrer cet extrait pour vous montrer les choix du cinéaste qui a tourné donc cette scène selon différents points de vue.
Là, on voit la caméra sur la sœur, sur Tania. Et dans le film, la version qui sera retenue, c'est la lecture de la lettre et le regard porté sur Victor. On voit aussi dans les rushs la manière dont Amos Gitaï travaille simultanément dans différentes langues. Bon, le français, bien sûr, pour ce film, mais aussi l'anglais, où là, on l'entend parler en anglais et donner des directives. Et cette présence-là est notamment décrite de manière très belle par Hippolyte Girardot, puisque dans les archives, nous avons un témoignage du discours d'Hippolyte Girardot à la fin du tournage, lors de la fête de fin de tournage, où il va donner lui-même ses impressions personnelles sur ce tournage assez unique, où à la fois le réalisateur est en charge, mais il y a aussi présent sur le tournage l'auteur du livre original qui a une part active dans la dépossession de son œuvre et en même temps qui veut aussi rester en contrôle de ce travail d'adaptation cinématographique qui est en fait une nouvelle œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Juste une courte question, Amos. Ce film a déjà plus de 10 ans. Quel effet ça te fait de le voir encore en travail? Finalement, ce dépôt d'archives fait qu'un film continue à vivre et qu'il n'est d'une certaine manière pas terminé. Franchement, je n'ai aucune idée. Tu vois. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est intéressant peut-être pour faire un travail comparatif de démarche de mise en scène. Et pourquoi finalement j'ai choisi des plans séquences et pas les plans comme ça en face, fixe. À Tsili, j'étais envie de mettre les choses qu'on a vues tout à l'heure, c'est des scènes définitives, c'est la fin du film. Alors j'étais envie d'amener, le film il bouge pas mal, mais la fin il faut qu'il reste très statique, comme ça, avant qu'on passe aux archives des enfants d'Europe de l'Est. Et plus tard, tout le film est tourné dans plan séquence en mouvement. Il faut mentionner aussi Caroline Champeltier, qu'elle a fait l'image du film, on a tourné tout le film pas loin d'ici, à Rue des Dragons. On a utilisé l'architecture aussi de cette lieu pour créer un plan séquence. Et moi, j'ai choisi plutôt un autre extrait que le début du film pour vous montrer le début du film, simplement la fluidité des plans séquences. Alors, c'est clair que les gens qui vont archiver, ils peuvent faire challenge à mon choix de mise en scène. C'est l'idée de donner tous les archives à la Bibliothèque nationale, à Stanford, etc. Mais il y a aussi d'autres scènes qui t'ont montré l'autre jour, qu'il y a beaucoup c'est-à-dire l'avantage d'archives de Stanford, ils sont toutes les instructions de mise en scène, parce que moi je parle souvent pendant les prises, pas seulement ouvre la porte, etc., mais je corrige des fois des mouvements, cette sorte de chorégraphie de plans pendant les tournages, qui produit un vrai galère pour les monteurs son à la fin, pour faire les post-production, parce qu'il faut virer toutes les instructions mises en scène. Mais dans quelque façon, c'est l'intérêt d'archives qu'on peut voir l'évolution, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est bien de montrer des séries d'évolutions, mais là on n'a pas le temps, d'évolution des scènes depuis cette démarche très primaire, c'est-à-dire qu'on place simplement le comédien petit par petit, ça devient un peu plus fluide. Et d'ailleurs, le film qu'on va voir demain matin, Anna Arabia, c'est un film qui était tourné par un seul plan séquence de 80 minutes, et cette démarche évaluée au long des tournages. Et comme tout à l'heure on va toucher l'architecture, c'est-à-dire je trouve qu'il y a une démarche artisanale dans cet aspect, pas prémédité ni pré-décrit, c'est-à-dire l'aspect scénaristique est important et nécessaire, mais c'est une sorte de pré-simulation. Et dans les différentes conférences que j'ai faites ici au Collège de France, je parlais des démarches artisanales, qui n'est pas une sorte de cinéma industriel ni architecture industrielle, dans laquelle il y a un projet de départ, mais après on va accueillir des séries de réflexions, aussi des dialogues avec les comédiens, avec les techniciens, avec les lumières, avec les caméras.
pour arriver à la pompe finale. Et là, par exemple, on sort de ce spectacle qu'on a fait à Charleston et c'est intéressant de façon évolutive de cette chose, que si on monte un seul extrait d'une autre prise, ça ne donne pas l'idée d'évolution des plans. À mon avis, c'est intéressant de montrer comment... Mais ça, il faut faire toute une démarche. On va tous s'inscrire à Stanford l'année prochaine, c'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. Bon. Il y a des billets d'avion prévus par le Collège de France, un charter. Si vous voulez, pour une transition, on peut montrer seulement le début du film, qui est un plan séquence avec l'histoire de Barbie. Je trouve que comme demain, on parle de rapports archives et images filmées, c'est plus en relation avec les choses qu'on est en train de discuter que le rapport d'archives des procès de Barbie, de vraies archives, c'est-à-dire la femme qui est enregistrée, c'est une vraie femme qui témoignait dans les procès de Barbie et superimposée sur les démarches de Jeanne Moreau. Alors on montre le début de plus tard, s'il te plaît. Votre domicile, s'il vous plaît. Bien, à l'époque, j'étais Léa Katz, maintenant je suis Madame Léa Weiss, née le 1er mai 1926.
Profession, j'étais artisane et maintenant je suis à la retraite. J'habite Lyon. Est-ce que vous connaissiez l'accusé Claude Darby avant les faits qui lui sont reprochés? Non, maître. Vous n'avez avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance, ni avec les partis civils qui se Non, monsieur le Président. Alors, madame, vous allez vous lever, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Vous levez la main droite et dites « Je le jure ». Merci, madame. Asseyez-vous. Alors, faites votre déposition, madame, nous vous écoutons. Maître, je vais commencer, Président, je vais commencer par le début. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, approchez le micro du témoin. Je vais peut-être là. Bien. Monsieur le Président, j'habitais dans un garni 122 avenue Thiers à Villeurbanne à l'époque. Donc, il y avait des contrôles d'identité souvent. On est venu nous contrôler les papiers la veille et j'ai entendu que la police qui est venue simplement contrôler nos papiers allait contrôler le lendemain 13 Quai-Tilsit où il y avait pas mal de réfugiés israélites. Donc, le lendemain matin, je me suis dit, il vaut mieux avertir les gens qui s'y trouvent pour qu'ils s'éparpillent, pour ne pas se faire prendre. À ce moment-là, j'avais M. Kaplan qui habitait à côté de chez nous, donc c'était un rabbin. Je suis allée le trouver et je lui ai demandé qu'il veuille bien dire Quai-Tilsit, comme quoi les gens qui ne restent pas, parce qu'il va y avoir une rafle. Il m'a répondu qu'il n'était pas de service ce jour-là, mais qu'il y avait le rabbin Schoenberg qui serait à la Fédération 12 rue Sainte-Catherine, que je pouvais aller l'avertir lui et qui ferait le nécessaire. Ce qui fait que je suis montée rue Sainte-Catherine à la Fédération. Quand je suis montée, j'ai tourné la poignée pour rentrer, elle s'est facilement ouverte la porte. Face à moi, au fond, j'ai vu, je pense, 3 ou 4 personnes, donc des messieurs, qui étaient habillés en noir. Si ma mémoire est bonne, s'est habillé en cuir noir. Et donc, derrière la porte, il y avait un monsieur automatiquement. Quand j'ai ouvert, il a fermé la porte. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Ils m'ont dit « papilla ». Alors, j'ai commencé à dire en français « Excusez-moi, messieurs, je ne comprends pas. Je suis venue chercher un médecin pour ma mère qui est malade. » Alors, on m'a répété « carte, papier ». Évidemment, il a fallu que je tende ma carte d'identité où il y avait marqué « tampon juif ». Ils ont dit en allemand « Ah, noch ein jüdisches Kettchen », ce que signifie, d'après ce que je sais, encore un petit chaton juif.